Comment s'est passée cette, semaine de formation? Est-ce que vous avez appris des choses? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont paru saugrenues? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous souhaitez que je revienne d'emblée ou sur une notion qu'on a vue, durant les semaines précédentes et qui vous fait tilt? Tout paraît très clair? Tant mieux. Donc j'ai continué, poursuivi, hein, la correction des exercices, donc les semaines 1 et 2 sont les plus intenses, donc ça me prend un peu plus de temps, mais vous aurez, bien vos réponses. Je vais continuer, ce petit bonhomme de chemin encore, aujourd'hui et tout le week-end. Je vais Ouais, partager. j'espère, enfin, excuse-moi de te couper. Pas de souci. Comme tu as pu le voir, hein, je ne t'envoie pas grand-chose. Oui, oui, c'est vrai. Ouais. Non, non, mais je t'envoie pas grand-chose parce que c'est vrai que c'est pas que je fais pas, hein, je travaille dessus. Mais c'est vrai que je t'envoie pas grand-chose parce que comme c'est ce que je t'expliquais, c'est que bon, moi, ça fait un certain nombre d'années que je le fais et je me sers de cette formation, si tu veux, vraiment pour affiner et pour me recentrer. Donc effectivement, je travaille beaucoup aujourd'hui à comment dire, en me servant effectivement des cours et des enseignements que tu nous donnes pour recentrer aussi ma propre documentation, mes propres business cases. On n'a pas tout à fait la même terminologie, mais c'est normal. Et tu vois, sur ta question sur cette semaine, je suis assez surpris du poids de la gestion des risques et des incidents Oui, dans le traitement. Euh, Parce que moi, j'ai toujours travaillé sur deux risques, hein, le risque humain et le risque techno, que ce soit en interne ou en externe. Donc en interne, autant l'équipe projet que les supports en interne, que ce soit la DSI, les équipes comptables. Parce que tu as bien compris que moi j'ai pour habitude en termes de gestion de projet de travailler sur deux focus, hein. Le premier qui est vraiment l'aspect euh, SI, pur et dur. Et puis le deuxième qui est la partie transfo d'équipe. mmh, yes. Avec toute la partie de gestion de processus, etc. Et euh, donc, je me sers vraiment de cette partie risque pour affiner, parce que c'est vrai que moi, je ne l'ai jamais matérialisé dans ce niveau de détail-là. Euh, alors, c'est vrai que je peux te faire un envoi global hein, pour t'envoyer tes cases, parce que moi, je les ai réalisés sur Excel. Et c'est vrai que dans certains cas, tu vois, j'ai pas le même degré de finesse, parce que moi, mon métier à la base, moi, je suis financier. Donc, tu vois, quand on prend tes cases de rentabilité, etc., j'ai pas les amortissements. Pour moi, qui suis du domaine maritime, en plus de ça, et dans l'immobilier, un bateau, c'est pas 4 ans d'amortissement, c'est plutôt 20 à 25 ans. Les coûts qui sont annoncés ne sont pas du tout les bons, mais ça, parce que ça, c'est mon expérience personnelle. Quand tu prends dans les cours les exemples sur les chantiers, moi, ça me parle. Enfin, je veux dire, la planification de chantier, c'est mes domaines d'intervention en tant que financier pour le financement et pour les garanties. Euh, mais ce que j'aimerais pouvoir partager avec toi aussi, c'est par exemple toute ma documentation. Mmh, Je ne sais pas si ça peut t'intéresser. bien Et sûr. puis après, effectivement, c'est de t'envoyer. Oui, il faut que je t'envoie en bloc tous les cases que tu nous as donnés parce que j'y ai répondu et il faut que je le fasse. C'est vrai que je n'ai pas Après, quand tu nécessairement. quand tu réponds, fais-le au fil de l'eau, hein. Même si tu réponds sur un morceau de papier, il y en a qui me le font, hein. Alors pas sur cette, classe, mais qui, font leurs devoirs sur un cahier, ils prennent la photo, ils me l'envoient. Tant que je peux lire, hein, ce qui est écrit. Le but est que je puisse évaluer un petit peu, ce que vous avez vu sur la plateforme et les mises en pratique et pouvoir y apporter une réponse. Donc c'est surtout l'essentiel. Après, comme je l'ai dit la dernière fois par rapport au case, moi je suis pas du domaine du bateau. J'ai pris un cas, vraiment voilà, arbitraire de manière à ce que Oui. ça puisse parler un petit peu à tout le monde, mais c'est simplement pour schématiser les choses. Hmm. Un amortissement sur le tarif, l'amortissement, etc. C'est juste pour comprendre comment ça fonctionne. Après, le calcul, pareil, il est aussi tout à fait générique et pas Hmm. approprié à tous les contextes d'entreprise. Donc c'est simplement pour comprendre comment ça fonctionne, comment on réalise cette division, qu'est-ce qui est en haut, qu'est-ce qui est en bas, et quelque part d'avoir ce pourcentage avec cette rentabilité, donc le ROI. Il faut juste que ça parle. Après, dans un contexte spécifique, le calcul il va être différent, plus abouti, etc. Donc, non, il ne faut pas se focaliser sur ce D'accord. niveau de détail-là. C'est juste sur l'approche et sur les définitions. Ok. Allez, je propose de
d'embrayer, je partage mon écran tout de suite, sur la semaine 3. Donc en effet, on va parler des risques, on va parler d'anticipation, de proactivité, et donc quelque part, la partie risque pour moi est essentielle. C'est vrai que beaucoup de projets ont tendance à les négliger ou dire que, comme tu disais François, on les traite, mais voilà, pas de manière, aboutie. C'est important de bien traiter un risque, c'est important de bien traiter un incident et pareil pour les problèmes. Quelque part, les risques vont vraiment permettre d'anticiper sur quelque chose qui pourrait impacter le projet. On parle souvent, hein, vous avez vu sur la plateforme, on parle souvent de contrôle, de maîtrise, que le chef de projet, doit avoir un peu plus de connaissances pour avoir un peu plus de contrôle sur les choses. Et les risques en font partie. Lorsqu'on prévient un risque, c'est qu'on a quelque part l'idée de se dire: «Quelque chose va peut-être arriver et si ce quelque chose arrive, comment je réagis ou comment faire en sorte à ce que ça n'arrive pas ou que ce soit limité?» La revue des risques est importante pour ça. La revue des risques doit se faire avec les personnes qui sont pertinentes à les gérer, pertinentes à prendre des décisions, et mettre des actions en place, pour, limiter, éviter le risque, hem et apporter une réponse et quelque part la matrice des risques va, elle aussi, avoir son importance. Quelque part, c'est un moyen de, noter, d'évaluer, la criticité d'un risque. Se dire qu'un risque est plus important qu'un risque est plus impactant qu'un autre et plus critique qu'un autre. Cette revue de risque, elle peut avoir lieu tous les mois, tout va dépendre en effet aussi du contexte, mais quelque part, le fait de pouvoir avoir cette revue permet de bien qualifier chaque risque et de dire que vous n'êtes pas seul à avoir dit: «Bah, voilà, voici les risques du projet, voici les qualifications, au revoir». Non, c'est voici les risques que je propose, que j'ai vus, que je pense avoir dans le projet. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette liste? Est-ce que oui ou non, il y a des risques qui vous paraissent pertinents, d'autres pas? Et est-ce que vous les qualifiez de la même manière que moi? Et cette revue permet de se dire de manière collégiale, bah, OK, on est d'accord avec cette liste. À la fin, à l'issue de cette revue, on est capable de se dire, voici les risques du projet, ça a été vu de manière collégiale, on les approuve, entre guillemets, on est d'accord avec cette liste et on est d'accord aussi avec les réponses apportées et les acteurs qui doivent répondre aux risques. Ce n'est pas toujours le chef de projet qui doit répondre aux risques, il y a des acteurs qui sont associés à un risque à chaque fois. Est-ce que vous avez déjà vu, donc sur la plateforme j'imagine que oui, mais, en b donc ce qu'il y a en bas, donc la matrice des risques, qui est parfois à 3 niveaux, 4 niveaux ou 5 niveaux. Est-ce que vous savez comment l'utiliser? Ou est-ce que vous voulez une petite démo? Je veux bien une petite démo, merci. Ouais, Alors j'ai personnellement, je veux bien une petite démo parce que j'ai absolument. Alors, je comprends le principe de la matrice, mais ouais? j'ai absolument pas compris comment est-ce que tu fais tes trois variations, enfin tes variations entre tes trois modèles. Alors, la variation des modèles, donc ce qu'il faut savoir, c'est que une matrice à 3, 4 ou 5 niveaux, on ne peut utiliser un seul, niveau de matrice pour un projet. Ça veut dire qu'une fois qu'on a décidé, on partait sur une matrice à 3, 4 ou 5 niveaux, on s'y tient et c'est pour l'ensemble des risques du projet. On ne change pas en cours de route. Il n'y a pas une matrice à 3 niveaux pour certains risques et une matrice à 5 niveaux pour d'autres risques. Comment on fait pour choisir laquelle est la plus appropriée au projet? Tout simplement, ça va être par rapport au volume de risque et aussi à la finesse que l'entreprise, les personnes qui sont intégrées à cette revue de risque vont vouloir par rapport à ces risques. Si vous avez un volume d'une dizaine, peut-être quinzaine de risques à traiter dans le projet, quelque part la matrice à 3 niveaux va être suffisante puisque les risques vont se répartir de manière logique sur l'ensemble du pavé. En revanche, si vous avez une cinquantaine de risques, là, on va traiter un peu plus de finesse. Quelque part, lorsqu'on va réaliser cette revue de risques, peut-être qu'on va se dire, en tout cas que le commanditaire dira, j'aimerais qu'on se focalise uniquement sur les risques à criticité haute. Donc, quelque part, tous ceux qui apparaissent dans la zone rouge, peut-être qu'il y aura dans cette zone rouge une dizaine de risques. Et on va pouvoir se dire, bah, il y a les risques très très forts, d'autres forts moins, et d'autres forts moins moins. Et donc, quelque part, on va pouvoir se dire qu'on met une hiérarchie parmi les risques qui sont forts. De la même chose pour les risques qui sont médiums et pareil pour ceux qui sont dans la zone faible. Donc c'est
un moyen de se dire, OK, on n'a pas beaucoup de risques, on prend plutôt une matrice à 3 niveaux. C'est généralement ce qu'on fait, enfin ce que moi en tout cas j'ai l'habitude de suivre, ou une matrice à 5 niveaux, parce qu'il y a un volume important de risques et on a besoin vraiment de les différencier et de mettre un échelonnage. Pour la petite démo, l'idée est de le faire de manière schématique pour que ce soit le plus rapide possible. Oui, on aurait pu faire avec des maths, se dire que la case tout en bas à gauche, c'est le 1, ensuite on a le 2, ensuite on aurait le 3, et de se dire qu'on fait des multiplications. Ça marche aussi, mais ça prend plus de temps. De manière schématique, ce que je vais faire, c'est qu'on va prendre le cas de l'anniversaire de mon neveu. Donc, si vous vous rappelez, mon neveu fête son anniversaire en novembre, le 8 novembre, et l'idée est que en novembre, on souhaite faire on souhaite avoir un baby-foot géant en extérieur, et quelque part, le risque qui apparaît le plus prépondérant est celui du temps, de la météo. Donc, je vais prendre 3 cas de figure par rapport à cet anniversaire, et on va pouvoir classer, en tout cas, on va pouvoir identifier sur la matrice comment se positionne la criticité du risque. Dans le cas de l'anniversaire, on va prendre celui de l'exemple qui dit que l'anniversaire a lieu le 8 novembre. On fait l'anniversaire en extérieur. Donc le risque serait quel est en tout cas, quel est le risque prépondérant de pluie si l'anniversaire a lieu le 8 novembre avec le baby-foot en extérieur. Donc quelque part, au mois de novembre, la probabilité que la pluie intervienne, c'est plutôt fort. Hein. On est en automne, donc la pluie a de très fortes chances d'arriver. Et l'impact, si la pluie arrive, il va être fort aussi. Donc, quelque part, la pluie va impacter l'anniversaire, c'est certain. Ensuite, deuxième cas de figure, ce même anniversaire, en revanche, on va le faire plutôt au mois de juin. Mois de juin, juillet. Là, en ce moment, il fait beau. Le risque de pluie serait certainement plus faible. Donc, la probabilité que la pluie impacte l'anniversaire serait faible. Donc, je reste vraiment tout à gauche. En revanche, l'impact, si la pluie intervient, là, si la pluie intervient et qu'on a le baby-foot en extérieur, l'impact sera fort. Donc, on va atterrir dans cette zone-là. Troisième cas de figure, on va le garder au mois de juin, au mois de juillet, mais par contre, on aura prévu un abri, pas une tonnelle, mais vraiment un genre de préau. On sait qu'on aura de toute façon la possibilité de réaliser l'anniversaire. Donc la probabilité que la pluie impacte l'anniversaire sera faible, et l'impact, si la pluie arrive, il sera faible aussi, puisqu'on est de toute façon couvert, aucun risque, ça vienne impacter notre jeu de baby-foot en extérieur. Donc vous voyez un petit peu comment on peut jouer avec la matrice en fonction de différents cas de figure. Est-ce que ça vous paraît clair? Oui, dis-moi. Claire, mais je te coupe juste un instant, tu vois, sur ton troisième exemple, parce que tu vois, là, sur une échelle à 3, tu vois, pour moi, le risque, il est en 3. Pourquoi? Enfin, l'impact est en 3. Donc, la probabilité, ça, je n'ai pas de sujet avec ça. Mais pourquoi l'impact, moi, je le mettrais en 2 et pas en 1? C'est que pour avoir ce barnum ou ce préau, soit j'ai changé mon lieu de location, soit j'ai effectivement loué un barnum, avec un sujet d'annulation à la dernière minute, je peux négocier une condition de sortie, etc. Mais je me retrouvais à avoir un surcoût de 10, 20, 30%. Donc ça a un impact avant même que ça se déroule, qu'il pleuve ou qu'il ne pleuve pas. C'est clair. En revanche, j'ai exposé 3 contextes différents. Ça veut dire que c'est comme si dans mon podcast, je te disais déjà, je vais faire mon anniversaire au mois de juillet, j'ai un préau, et donc je souhaite réaliser l'anniversaire en extérieur. Et donc là, la question c'est quel est le risque que la pluie vienne impacter l'anniversaire? Il faut prendre 3 contextes différents. C'est comme ça que c'est juste simplement pour vous montrer l'exercice. En effet, dans un projet, on a un seul contexte. On va avoir un seul contexte et les risques vont être différents. Là, j'ai parlé du risque de pluie dans chacun des risques. Mais dans un projet, l'idée est de se dire on a un seul contexte. Le risque, il y aura peut-être un risque de pluie, un risque que les personnes ne viennent pas, risque qu'on dépasse le budget. Voilà, ça, ce serait vraiment 3 risques différents. Mais là, c'est simplement pour montrer l'exercice. Ça, je n'ai pas de sujet avec ça. Je prenais le dernier contexte où, effectivement, pour se prémunir d'un impact fort et pouvoir descendre le niveau d'impact, c'est-à-dire quasiment l'annulation de la fête à la dernière minute, on prévoit un site, si on n'en est pas doté nativement, on va se doter d'une solution de repli ou d'une solution de secours. Et pour moi, cet impact, avant même que le projet soit commencé, il est déjà existant, que ça se déroule ou que le risque se réalise ou qu'il ne se réalise pas, parce que je vais essayer de le compenser avant même le départ. Donc l'impact, ça va être un impact financier. Oui. Donc c'est pour ça que dans le contexte numéro 3, qui soit par exemple unique, parce que c'est vrai que dans un projet, normalement, il n'y a qu'un seul contexte, moi l'impact, je le mettrai en termes d'impact, je ne le mettrai pas en 1, mais tu vois, moi je le mettrai en 2 parce que ça va me coûter de l'argent
Alors que intrinsèquement, bah, on prévoit une probabilité extrêmement faible, mais je préfère faire ceinture et bretelles, donc je prévois cette solution de repli. Donc moi, l'impact, je le mets parce que ça me coûte cher. Ouais. Après, quelque part, hein, le risque, par exemple, le risque numéro 2 qui intervient au mois de juillet, mais sans abri, en effet, la réponse au risque, donc là, on a évalué le risque avant que la fête arrive, mais la réponse au risque, pardon, va être, en effet, si la pluie doit venir, il faut qu'on puisse prévoir soit une solution alternative, on ne fait pas le baby-foot en extérieur, mais on prévoit d'aller dans un espace de jeu intérieur. Enfin, voilà, du coup, c'est payant, c'est prévu en plus, etc. Soit on prévoit d'avoir un préau, mais il faut le monter, il faut des gens pour le faire, combien ça coûte pour l'acheter, etc., etc. Donc, quelle est la réponse qu'on va apporter à chacun des risques? Et c'est ça qui va coûter plus ou moins de sous. Pour le risque numéro 1, on est au mois de novembre, il fait froid, s'il va falloir monter quelque chose en extérieur, bah, c'est encore un peu plus cher, peut-être un peu plus conséquent. Donc c'est la réponse qui va être en effet, qui va coûter, ce qui va avoir un impact sur le budget. Mais ça, tout se décide de manière collégiale. C'est-à-dire que quand vous faites la revue de risque et vous proposez des réponses, si on propose une réponse coûteuse, c'est que derrière, soit on a demandé au chef de projet d'aller au-devant de l'autorité de changement et proposer l'acquisition d'un préau pour se prémunir du risque, parce qu'on veut absolument que le risque arrive, ou bien la réponse va être on laisse faire. Ça peut être une réponse. Vous l'avez vu sur la plateforme, ça peut être on laisse faire. S'il pleut, il pleut. S'il pleut au mois de juillet, bon, peut-être que ce sera une petite pluie, mais on prend le risque. Mais au moins le risque est identifié. Et vous avez fait votre rôle de chef de projet. Ok. Pour les incidents, c'est un peu plus, c'est différent des risques parce que ce qui va changer entre le risque et l'incident, c'est la notion de probabilité. Un incident, c'est quelque chose qui survient. Ça veut dire qu'on ne l'a pas forcément prévu. Dans quel cas de figure, on va avoir un incident qui est pas forcément, alors qui est pas forcément prévu, certes, mais il peut être dans deux catégories. Soit c'est un risque qui est devenu un incident, et dans ce cas-là, il faut bien penser à retirer l'élément risque à l'intérieur. Soit c'est un incident qu'on n'a pas du tout prévu, qui n'était pas dans le registre des risques, et qui, du coup, doit être inscrit directement dans le registre des incidents. Pas de problème, un incident peut très bien ne pas avoir été enregistré dans un risque. C'est pas un souci si vous n'avez pas été Madame Irma pour avoir vu l'incident arriver. Ça arrive, un incident, c'est un incident. Comme pour les risques, on a des revues d'incidents. Ces revues sont bien plus dynamiques puisque les incidents surviennent de manière ponctuelle. On peut très bien avoir des incidents qui arrivent tous les jours. C'est pour ça que les incidents, qui sont aussi subis par les équipes opérationnelles, sont aussi traités par les équipes opérationnelles et ont besoin d'être vus de manière peut-être quotidienne, peut-être 2 fois par semaine, peut-être 1 fois par semaine, mais en tout cas bien plus fréquemment que les risques. Donc c'est ce qui fait la principale différence entre un risque et un incident. Enfin, pour la partie problème, elle, c'est quelque chose de plus conséquent. Donc un problème, c'est, quelque part soit une résultante d'incident. Donc on se dit qu'un incident est arrivé de manière successive, répétée, même s'il a été résolu, même si c'était des petits incidents, c'est toujours bien de toujours bien renseigner la fréquence de ces incidents, puisque quelque part, on va pouvoir quantifier et de se dire, OK, même si ça nous prend une demi-journée à chaque fois, c'est quand même 10 incidents qui ont survenu, les mêmes. Quelque part, il faut peut-être qu'on se pose pour bien cloisonner cet incident et quelque part le transformer en problème et se dire qu'on va le gérer de cette manière-là. Ou bien, c'est plutôt quelque chose de générique. Ça veut dire, là, on perçoit qu'il y a un problème de transmission d'informations entre ce service-là et ce service-là. Difficile de le quantifier, difficile de dire que c'est un incident en soi. L'information arrive, elle est là, mais on sent qu'il y a un problème de transmission. Parfois, des choses qui n'aboutissent pas. Donc là, on se dit aussi qu'on va pouvoir le gérer comme un problème. Je vous propose deux méthodes pour la gestion des problèmes. Il y a le diagramme Ishikawa et la méthode des 5 pourquoi. Ishikawa, donc c'est une méthode japonaise qui nous vient donc des pays au soleil levant. Et Ishikawa fonctionne avec un diagramme en arête de poisson. Et chaque arête constitue un milieu, constitue une catégorie sur laquelle le problème est qualifié. Pour Ishikawa, il faut être plusieurs pour pouvoir bien le traiter. Ça veut dire que Ishikawa tout seul ne va pas avoir beaucoup d'intérêt. Il est important que plusieurs personnes qui ont connaissance du problème puissent
apporter leur vision du contexte, puissent apporter un petit peu leur pierre à l'édifice. Et ce qui est important aussi avec Ishikawa, c'est de quantifier les choses. Ça veut dire que l'exemple qui a été donné sur la plateforme, avec les vélos qui sortent avec des crevaisons pour les clients, il ne faut pas simplement dire, voilà, des vélos sont crevés, ça arrive souvent. Il faut pouvoir le quantifier. 10 vélos en un mois, 20 vélos en un mois, c'est ce qui permet de servir de référence. Et lorsqu'on a trouvé la solution, on est capable peut-être un mois après, 2 mois après, de se dire, on refait la boucle, on requalifie un petit peu ce problème et on essaye de voir est-ce qu'on s'est amélioré ou pas. Et en effet, si 2 mois après, on se dit, ben, en fait, on n'a que 2 crevaisons sur un même mois, alors qu'avant on en avait plutôt 10, on sait qu'on a progressé. Et on refait un Ishikawa pour se dire, ok, ben, comment faire pour arriver à zéro? Quel est vraiment le problème? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut encore faire? Et ça, c'est des choses qui peuvent se faire de manière cyclique, pardon. Et donc, c'est ce qu'on appelle aussi le lean management et qu'on verra plutôt en semaine 4. La méthode des 5 pourquoi, elle est un peu plus individuelle. On peut la faire aussi de manière collective. Le but est simplement de poser la question pourquoi au bon endroit pour trouver la solution. Et quelque part, la méthode des 5 pourquoi peut se faire de manière rapide. Même tout seul, on peut réaliser cette méthode et trouver la solution adéquate. Mais il faut en effet poser la question pourquoi au bon endroit. Donc voilà 2 méthodologies qui peuvent être utilisées pour la résolution de problèmes. Est-ce que vous avez des questions par rapport aux risques, aux incidents ou aux problèmes? Ouais, je t'embête. Tu peux nous donner un exemple de la méthode des 5 pourquoi? Parce que moi, je la connais pas du tout, celle-là. Alors sur la plateforme, est-ce que tu es arrivé jusque-là? Ah, c'est peut-être pour ça. Et il me manque le cours d'aujourd'hui. J'ai pas Alors fait c'est entier. pas celui d'aujourd'hui, les problèmes. Le problème, c'était mercredi. Bah, j'ai fait la journée de mercredi, pourtant, ça me dit rien. Bon, Donc bah les écoute, deux, je re-regarderai à nouveau. ok. Donc les deux méthodologies sont exposées, Ishikawa et les 5 pourquoi. Justement, je les compare pour un même contexte, pour que vous puissiez voir comment elles fonctionnent. Je pense que ce sera bien plus complet et Ouais, tu auras peut-être bien plus de temps que si je te l'explique maintenant. pas de souci. Si pas d'autres questions, je vous propose de passer à la suite et à la partie surveillance du projet. Donc la surveillance, c'est quelque chose d'important. Alors, on n'est peut-être pas tous confrontés à un suivi budgétaire dans un projet. Ça a été beaucoup mon cas avec pas mal de clients. Aujourd'hui, je travaille avec des clients qui me demandent pas de réaliser un suivi budgétaire, donc c'est tout à fait différent. Mais néanmoins, je trouve important de comprendre comment on peut bien suivre un budget. Quelque part, ça bien rendre son activité crédible. Le suivi du budget, il va s'associer aussi directement à la manière dont vous avez cloisonné votre projet. Plus il y aura de phases, de sous-phases, de lots de travaux, plus on va associer un montant de budget alloué, prévisionnel et consommé. Quelque part, ça va apporter un peu plus de finesse à votre suivi et vous serez capable de dire à n'importe quel moment, en fonction aussi de l'outil de gestion de projet que vous utilisez, ça peut aussi être fait avec un tableur, de vous dire qu'un lot de travaux, lorsque vous êtes à un moment T, vous avez exécuté tant de lots de travaux, tant sont en cours, et vous êtes dans telle phase, il était prévu de consommer tant et vous avez consommé tant. Et donc quelque part, ce budget-là, qui peut être partagé avec le commanditaire, permet en tout cas lui permettra de comprendre où vous en êtes et vous êtes capable aussi de manière proactive de vous dire, OK, là sur tant de nos travaux, il y en a quelques-uns qui ont dépassé, d'autres pour lesquels on a sous-consommé, on est en bonne voie et vous êtes capable de le dire et de l'affirmer. C'est toujours mieux que de se dire, bah attendez, en fait, je vais voir là pour récupérer les budgets et je vous dirai la semaine prochaine. Donc, quelque part, avoir un peu plus de maîtrise sur cette partie-là permet aussi de donner un peu plus de confiance aux personnes qui vous ont alloué le projet. Sur la partie suivi du projet en lui-même, c'est toujours bien d'associer la progression du projet, c'est-à-dire où est-ce qu'on en est dans le projet, quels livrables ont été fournis, avec la partie budgétaire. Parce que quelque part, lorsque vous avez des livraisons dans le projet, ce sont des jalons qui ont été positionnés à un moment donné, et vous savez que vous deviez consommer tant par rapport à ces livraisons-là. Donc c'est plus facile
en effet, en tout cas plus pertinent de dire, voilà, commanditaire, on est à 50% de livraison et on est à 30% de budget. C'est-à-dire, ok, c'est bien, et quelque part, est-ce qu'on devait consommer 30% ou on devait consommer 50%? On devait peut-être consommer 45%. Ok, et ben dans ce cas-là, il y a 15% du budget qui n'a pas été consommé. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que vous prévoyez d'en consommer peut-être un peu plus avec d'autres livrables? Voilà, vous êtes capable de répondre. Alors que si vous dites, ben voilà, on en est à 50% de livraison, il nous reste 6 mois, on est dans les temps, enfin, c'est vous qui le dites, mais comment vous pouvez le matérialiser? Donc cette association de progression dans le projet avec progression dans le budget donne un peu plus de pertinence à ce que vous partagez à votre commanditaire et au comité de pilotage. C'était la dernière page pour cette semaine. Est-ce que vous avez des questions? Oui, Sandra. Oui, concrètement, dans la gestion budgétaire, est-ce que, il y a beaucoup de questions sur, les écarts, l'analyse des écarts? Est-ce qu'en tant que chef de projet, il faut qu'on passe beaucoup de temps à justifier, voilà, les écarts, les variances, souvent, quand il y a des dépassements? Alors, Merci. tout va dépendre du contexte de l'entreprise et comment elle est pointilleuse ou pas sur la gestion de son budget. Il m'est en effet arrivé de devoir justifier chaque dépassement, quelque part d'être, très précis dans la proposition du coût des livrables et d'expliquer pourquoi on avait consommé 100 heures alors qu'il était prévu d'en consommer 80. Et c'est vrai qu'il vaut mieux se prémunir, en tout cas se protéger en indiquant, même si c'est juste une petite note sur, la partie livrable, de dire: «Bon là on avait», même si c'est juste pour dire qu'on a sous-estimé, c'est toujours bien de le justifier parce que quelque part, lorsqu'on va te demander de justifier, tu vas retrouver ta note et dire: «Ah oui, 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 on avait sous-estimé, on n'avait pas vu qu'il y avait ce livrable-là. En tout cas, on n'avait pas vu que ça allait prendre autant de temps». Ou bien, ça devait être telle personne qui devait les réaliser, donc on savait qu'il allait mettre moins de temps. Finalement, on a eu telle personne, du coup, ça a mis un peu plus de temps. Et c'est toujours bien de le noter. On peut ou pas te poser la question, mais c'est toujours bien en effet de le proposer. Mais c'est vrai qu'il est possible, lorsque les budgets sont conséquents, mais surtout lorsqu'on va demander une réduction budgétaire sur un projet, de dire: «OK, où est-ce qu'on va enlever? Pourquoi? Et est-ce qu'il est possible de faire ça en moins de temps, enfin de faire ça en moins de temps?» Il faut jamais oublier que le faire en moins de temps, moins d'efforts ou à moins coûteux peut avoir un impact, sur la dégradation du projet. Il faut jamais le il faut jamais l'oublier. Hem, sinon, ce serait louche de dire: «Bah, finalement, on peut faire pour moins cher, mais avec la même qualité». Alors, ils vont peut-être pas poser la question tout de suite, mais ils vont certainement dire: «C'est bizarre. Alors pourquoi c'était pas moins cher dès le départ?» Donc, c'est toujours bien aussi de pouvoir associer cette, notion de qualité sur, la partie livrable, et de se dire que si on a mis cet effort-là qui était prévu, si en effet on a un dépassement, de budget ou on a consommé moins, de toujours avoir cette petite caractéristique qui est notée quelque part de manière à ce qu'on puisse y retourner rapidement. Mais, en effet, ça peut prendre plus ou moins de temps, surtout en fonction de la taille du budget dépassé, ou pas. J'espère que j'ai répondu à ta question. Oui, parfaitement. Merci. Merci, Je John. t'en je t'en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si pas d'autres questions, ce que je vous propose de faire, c'est que juste après, donc notre classe virtuelle, je vais donc vous envoyer donc corrigés des exercices de cette semaine, mais je vais aussi vous envoyer un email où tout sera inscrit en bleu, le texte entièrement en bleu, et quelque part, ce sera un mail qui précisera les modalités de participation à l'examen. Donc je crois que pour vous, l'examen, ce sera fin août, en tout cas de manière, systématique. Pensez bien, si vous n'êtes pas disponible à la date proposée, de bien envoyer un email pardon, à Karine en lui demandant, de participer à une autre date de certification. Alors vous avez le temps d'ici là, mais, l'été passe souvent très vite, donc pensez bien à cela. Je vous envoie cet email, on peut en rediscuter la semaine prochaine ou en réponse à cet email si vous le souhaitez, et comme ça vous permettra, de mieux comprendre comment se passe l'examen.
Est-ce qu'on est bon pour aujourd'hui? Est-ce que vous avez des questions? Eh ben, si pas d'autres questions, écoutez, la semaine prochaine, donc là, je vous partagerai aussi, ce document dans le corrigé. La semaine prochaine sera liée à la finalisation et à la capitalisation. Donc, on va parler de clôture du projet. On peut aussi parler de comité de pilotage, de comité de projet. Donc, c'est des notions qu'on a vues pas mal un petit peu avant, mais qui n'étaient pas forcément expliquées. Donc là, vous avez la première journée qui sera dédiée à ce sujet-là. Et il y aura aussi un volet sur les méthodologies projet. Donc, accrochez-vous, c'est, assez conséquent, hein, cette partie méthodologie, simplement juste pour comprendre. Ne vous cassez pas la tête non plus, mais l'idée est simplement de savoir quelle méthodologie existe, même si c'est pas de manière exhaustive, mais au moins vous savez ce qu'il existe pour gérer un projet. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fin de journée, un excellent week-end. Je vous réponds, donc je réponds à vos mails et on se reparle la semaine prochaine. Merci, bon week-end. Bon après-midi, au revoir. Merci, bon week-end. Merci, bon Au week-end. revoir. Au revoir.